Le diagnostic avec les ajustements structurels était le suivant. Vos économies accusent des déficits. Il faut régler ces déficits. Pour régler ces déficits, il faut diminuer les dépenses publiques. Et les premières dépenses concernées étaient malheureusement des dépenses sociales. Comme ça, on coupait dans le vif les dépenses, y compris les dépenses sociales. Évidemment, cela avait un impact négatif sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan du logement social, que sais-je encore, bien évidemment. Ça s'est passé dans un contexte où Thatcher était en Angleterre, Reagan était aux États-Unis. C'était vraiment le marché roi. Et donc, les économistes du Fonds monétaire, de la Banque mondiale et dans beaucoup d'autres pays, même des coopérations bilatérales, on dit, bon, ben, laissons la vérité des prix régner et tous les problèmes vont se résoudre. Je crois que en disant ça, on a fait beaucoup de dégâts, en particulier parce qu'on n'a pas compris toujours l'économie politique de ces pays. Une fois qu'on a imposé les ajustements structurels par les créanciers, la Banque mondiale et le FMI, on a commencé à vivre l'enfer sur Terre, ici à Brazzaville. Donc, enfer parce qu'on va à l'hôpital, tout est devenu payant, la consultation, donc voir le docteur pour dire que je suis malade, il faut payer, plus de seringues, plus d'alcool, plus de coton, voilà, et c'est l'enfer, quoi. Et facilement, les gens meurent par les maladies curables. Un peuple mal soigné, qui n'a pas accès à la santé, on ne peut pas faire le développement avec un peuple malade, avec une population malade. On le verra. Mais et non, on ne peut pas faire le développement dans ces conditions-là. Donc voilà un peu la situation. Parfois, ça vous rend malade, ça vous révolte. Ça vous révolte parce que c'est insupportable, c'est inadmissible. Et c'est ça l'injustice dans le monde. Mais la dette du Congo, 14 milliards de dollars, qu'est-ce que ça représente ? Le total de la dette des pays en public, des pays en développement, est de l'ordre de 1350 milliards de dollars. Et la dette extérieure, publique et privée des États-Unis, c'est 13 000 milliards, c'est-à-dire 10 fois plus. Faut-il continuer à payer des millions de dollars ? Et le président de la République l'a dit, le gouvernement l'a dit, c'est 50 millions de dollars chaque mois pour le service de la dette. Mais qu'est-ce qui est consacré à la santé et à l'éducation pendant ces mois-là? Zéro. À l'école primaire, cet enseignant impayé, sous-payé et mal payé. L'enseignante vient à l'école avec des petits biscuits là qu'il donne à crédit aux enfants. Donc déjà, à partir de la première année, on apprend à l'enfant de savoir s'endetter. Donc on donne à l'enfant et puis, après 3 jours, l'enfant devrait demander l'argent à ses parents pour venir honorer sa dette. Dépasser, veut dire, c'est comme les institutions internationales. Dépasser les délais, alors l'enfant est obligé de doubler les prix. Ce qui fait que parfois l'enfant commence à avoir peur de venir à l'école. Et aujourd'hui, avec le système de prise en charge des enseignants par les parents, on chasse l'enfant qui ne paye pas. Alors, parfois, ces politiques économiques ont été conduites pour des raisons d'ajustement budgétaire. On ne pouvait plus financer un certain nombre de services publics, et donc on a été chercher des façons de les financer à travers des privatisations. Mais les gens qui ont mis la main sur les privatisations, c'était soit des gens qui venaient de l'extérieur, soit des gens bien connectés à l'intérieur, et ça n'a pas vraiment eu des résultats positifs pour les gens qui étaient en bas de l'échelle sociale. Des exemples pour la politique absolument meurtrière du FMI, de la privatisation imposée, par exemple, c'est le Niger. Privatisation forcée de l'Office national des transports. Eh bien, les entrepreneurs privés qui ont pris la suite de l'Office national fonctionnent selon le principe des entreprises privées, ce qui est tout à fait normal, et n'envoient jamais un camion sur des pistes, ce qui fait qu'en période de disette qui est périodique au Niger, eh bien, des gens meurent parce que l'aide n'arrive pas. L'aide n'arrive pas à cause de la privatisation. Le Fonds monétaire s'est installé à appliquer le premier programme d'ajustement structurel au Congo, en 1976.
1976 jusqu'aujourd'hui, le Fonds monétaire international est là et le Congo ne décolle pas. Mais je le dis toujours, c'est comme un malade qui va chez le médecin, le pharmacien, tous sont là, les laborantins. On fait des examens, on prescrit le médicament et le malade reste éternellement malade. Mais non, le médecin devait démissionner en fait. Et c'est ça. Quel est le rôle du Fonds monétaire international? Si le Fonds monétaire international n'arrive pas à prévenir les crises, quel est le rôle de la Banque mondiale, cette banque qui est censée faire le développement? Le FMI tue. La Banque mondiale tue. Par aveuglement, évidemment, pas intentionnellement, par aveuglement, par adhésion dogmatique au consensus de Washington, qui est une idéologie totalement meurtrière dans les pays pauvres. L'Afrique est une colonie. C'est une colonie dont les dirigeants sont à la merci des grandes sociétés. D'une certaine manière, les empires européens se sont retirés pour soi-disant donner à l'Afrique son indépendance. Mais immédiatement, les entreprises sont arrivées, les dirigeants ont été repoussés, les nations européennes écartées, et les entreprises ont repris de nombreux pays, notamment ceux qui avaient des ressources importantes. Le fait que depuis 30 ans, toutes les économies africaines, mais aussi latino-américaines, ont été orientées vers le remboursement de cette dette, ça a complètement déstructuré les économies. C'est-à-dire qu'on a spécialisé notamment les agricultures. Les agricultures, c'est 80% de l'emploi dans des pays comme le Mali. On les a spécialisées vers des produits d'exportation, vers le coton, vers le cacao, etc., dans les pays d'Afrique. Surtout pour payer la dette. Donc on vous impose de faire le palmier à huile, on vous demande de faire le café. Même à l'époque du programme d'ajustement sectoriel, c'était le café, le palmier à huile, le coton. Et alors que la population doit manger. Alors on demande à la RDC, comme vous avez les diamants, vous avez l'or, le cobalt, le coltan, le bois, vous pouvez tout vendre et acheter le produit qui viendrait de la Chine ou bien de l'Europe, le poulet qui vient de l'Europe, le poulet qui vient de la France, d'où Wilkie, qui vient des abattoirs belges Wilkie, et voilà, sinon de l'Argentine. Mais nous, on n'en a pas besoin, parce qu'on peut cultiver. Je vous assure, dans ces pays, quand vous avez planté le maïs, 4 mois après, vous avez déjà le produit. Le riz, il y a des provinces où on produit le riz. Même ici où nous sommes, on produit le riz. Et la viande, nous avons le plateau de Kundelungu dans les Katanga. Aujourd'hui, ce plateau est utilisé dans l'exploitation minière. Alors que le plateau de Kundelungu, à l'époque, c'était le plateau où on produisait la viande. Et aujourd'hui, nous importons viande, poulet, abats, nous importons plus de 140 000 tonnes de viande et abats, poulet. Donc, tout ça, c'est vraiment une politique pratiquement de soumission, une politique de dépendance. Mais nous pouvons tout cultiver ici, tout. Au niveau du marché ici, le poisson, le poulet congelé, les pâtes, les tomates, même l'oignon, c'est importé, et le riz. Parce qu'il n'y a pas une production locale. Et il y en a eu dans ces pays, on a eu des grands champs de riz, on a fait l'élevage dans ces pays, mais tout ce qu'on produit ici, ça doit être exporté, notamment le bois et le pétrole, essentiellement. Voilà pourquoi vous n'avez pas la culture pour nourrir la population. Ils ont surtout imposé des non-cultures. C'est-à-dire ici, c'est priorité à l'importation aujourd'hui. Donc on est même en train d'essayer de remplacer le pain, le manioc par le pain pour que l'importation de blé soit plus rentable parce que le manioc, ça se fait sur place. Donc heureusement, les gens s'accrochent à leur manioc et la seule production qui reste, c'est des productions familiales, des petites productions familiales. Toutes les fermes ont été détruites, toutes les fermes qui avaient été construites avant les années 80 pour produire pour le pays, pour mettre le pays en autosuffisance, ont été détruites. La Banque mondiale a insisté pour que tout le monde plante des cultures d'exportation. Ça va si c'est 1, 2, 3 pays. Mais quand on a une douzaine ou plus de pays qui produisent la même chose, et les mêmes qualités des mêmes choses, café, coton, cacao, métaux, etc., ben ça ne va plus. S'il y a trop d'offres sur les marchés, ben ça fait chuter les prix. Ce qui a eu comme conséquence une réduction donc de leurs revenus, puisqu'ils tirent leurs revenus des exportations, puisqu'on leur a dit de faire cela et qu'ils ont été d'accord de le faire. Le coton est une belle illustration de ce développement extraverti où on nous a miroité le fait qu'il y a une demande, qu'un marché existe, qu'il fallait seulement produire.
Et qu'est-ce qu'on nous trouve de mieux à nous dire aujourd'hui alors qu'on est incapable de nous nourrir? C'est d'aller vers l'agrocarburant. Est-ce que c'est l'agrocarburant et qui va remplir les ventres ou bien il faut remplir les réservoirs pour polluer davantage? J'en sais rien. On s'achemine vers et on est en train de vendre les terres agricoles. L'année dernière, 22 millions d'hectares de terres arables, fertiles, ont été volés aux paysans africains. C'est-à-dire, ont été achetés par les hedge funds ou par les sociétés multinationales. Donc, la Banque mondiale, quand elle dit « oui, il faut pousser à l'investissement », il parle d'investissement étranger, il faut confier ces terres africaines si mal exploitées, il faut les confier à la fruitière de Marseille, à Bolloré, au Capital Gains Hedge Funds de New York, parce qu'ils sont capables de rentabiliser ces terres, eh bien, c'est une argumentation meurtrière pour les paysans qui sont sur place. À mon avis, un pays tire le meilleur parti des ressources qu'il possède en abondance en les exportant dans les limites de son propre marché national, bien entendu, afin de générer de la richesse. C'est une stratégie que de nombreux pays, pas seulement africains, connaissent très bien. Donc, je ne regarderai pas ça seulement comme une manière de rembourser la dette, mais comme un moyen de générer de la richesse et des opportunités de croissance. Et par le biais de la croissance, réduire la pauvreté. Partout où le Fonds monétaire international impose un plan d'ajustement structurel impliquant l'extension des terres vouées à l'agriculture et l'exportation, la faim de la population augmente. En Afrique, seulement 20% de la population est desservie en eau potable. Et contrairement aux idées reçues, l'Afrique subsaharienne ne manque pas d'eau. Cependant, les politiques mises en place par le FMI suite au plan d'ajustement structurel n'ont fait qu'aggraver les difficultés d'accès des populations à des points d'eau. La raison pour laquelle l'initiative Pays pauvres très endettés est apparue nécessaire et que je l'ai soutenue au niveau de la communauté internationale, c'est qu'il était très clair que les pays pauvres croulaient sous le poids de leurs dettes. Chaque année, ils empruntaient de l'argent et ils utilisaient cette somme pour rembourser leurs prêts. Et au bout du compte, il ne leur restait plus rien. Alors on se dit, à ce moment-là, l'ardoise est effacée. Hélas, non, si vous regardez ce que l'on devait en 2000, c'est-à-dire juste après la mise en place de cette nouvelle, soi-disant, politique d'effacement de la dette et les années d'ajustement, et puis en 2006, après toutes ces années et après quelques mesures d'annulation, vous constatez que la dette pour les plus pauvres a été réduite de 1,4%. Alors je dis, de qui se moque-t-on? Donc on a eu une espèce de prise en étau des économies des pays en développement, où on leur dit à la fois, on vous a allégé la dette, donc n'allez pas vous réendetter, et de l'autre, on n'a plus d'argent dans nos caisses, donc débrouillez-vous avec le peu d'argent que vous avez. Les conditions qui entourent l'annulation de la dette. Je m'en fous quand on dit on annule la dette, vous aurez maintenant la santé, l'éducation. Mais comment on en aura lorsque, pour annuler la dette, on vous fait un code forestier, un code minier, un code d'investissement qui ne vous permettent plus d'être souverain dans vos ressources naturelles, avec vos ressources naturelles. On le voit. Combien il y a de pillages de minerais, de la forêt, la destruction de l'environnement, la confiscation même de certaines entreprises publiques. Une confiscation, je dirais. Mais alors, comment le gouvernement aura maintenant des recettes pour s'occuper du social, même si on annule la dette?
Donc c'est vraiment une mascarade quand on parle de la réduction de la pauvreté, de programme de la Banque